Monsieur le président de l'Université de Cergy Paris Université, François Germinet, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Nicolas Grimal, Mesdames et Messieurs, chère Anne, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans ce lieu prestigieux qu'est le Musée de l'Homme pour partager avec vous cette leçon inaugurale de la chaire d'excellence Archéologie et patrimoine de Cergy Paris Université par Anne Le Heurff. Lorsque Anne m'a demandé de la recevoir pour cette première intervention, j'ai été très honorée qu'elle choisisse le Musée de l'Homme. Lieu historique, de mémoire, mais surtout lieu de recherche, de connaissances et de diffusion des connaissances, ce musée-laboratoire imaginé par Paul Rivet continue ses missions scientifiques pour le plus grand nombre. Associer l'archéologie et le patrimoine semblait comme une évidence dans ce Musée de l'Homme qui a toujours œuvré pour la pluridisciplinarité des approches. Je souhaiterais tout d'abord dire quelques mots sur la brillante carrière d'Anne Le Heurff. Celle-ci est loin d'être terminée. Après des études à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle obtient son agrégation d'histoire en 1994, puis termine une thèse d'archéologie sous la direction d'Alain Schnapp en 1999. En parallèle, dans les années 1990, elle suivra une formation d'archéométallurgie au laboratoire du Louvre, plus connu aujourd'hui sous le nom de C2RMF, qui restera au cœur de sa pratique, notamment sur les nombreux chantiers de fouilles auxquels elle participera, aussi bien en France, en Italie qu'en Angleterre. Membre de l'École française de Rome de 1997 à 2000, elle n'hésitera pas à faire bouger les lignes chronologiques en bousculant l'Antiquité classique et en y faisant entrer les 3e et 2e millénaires avant notre ère. Ainsi, après avoir travaillé sur l'âge du bronze de l'Italie, elle élargira ses recherches à d'autres territoires et d'autres époques. Elle remonte dans une Europe plus septentrionale, en Scandinavie, en Angleterre, et ouvre ses travaux à tout le continent européen, couvrant chronologiquement du néolithique à l'âge du fer. Le reflet de ce travail, mais aussi de près de 15 ans d'enseignement, sera publié dans son livre « Préhistoire d'Europe, moins 40 000, moins 52, de Néandertal à Vercingétorix », paru en 2016 et qui reste une référence sur le sujet. Mais toujours attentive à pousser son travail plus loin, elle dirige des recherches à l'EHESS à partir de 2009 sur la naissance de la guerre, toujours accompagnée d'Alain Schnapp, mais aussi de François Hartog sur le volet épistémologique. Elle publiera ainsi en 2018 chez Belin un texte essentiel, « Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre », dont une version anglaise vient juste de paraître sous le titre « A Call to Arms, The Day War Was Invented ». De 2011 à 2015, Anne Le Heurff pilotera le projet européen BOAT 1550 BC sur les relations transmanche à l'âge du bronze, la navigation et les échanges au 2e millénaire avant notre ère. Ce projet d'envergure réunira 3 pays, 7 partenaires, une centaine d'acteurs et tout de même un budget de 2 millions d'euros. Également sous la présidence de la ministre de la Culture, elle est également depuis 2015 vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique. C'est pour elle un investissement scientifique majeur dans l'encadrement de la recherche archéologique nationale. Enfin, en parallèle de ses recherches, elle devient professeure des universités à Lille en 2012, puis en 2020 à Cergy en pleine pandémie, une gageure. Dans ce cadre, elle développe des collaborations avec des institutions culturelles diverses, en particulier avec le projet Archéologie dans la Cité, dont le Musée de l'Homme est partenaire. Ces brefs rappels biographiques ne seraient pas complets si je n'évoquais les nombreuses publications d'Anne Le Heurff, et notamment ses derniers ouvrages, tels que son Dictionnaire amoureux de l'archéologie, paru en 2021, mais également les Que sais-je sur l'archéologie ou sur le néolithique. Et bien sûr, un futur ouvrage à paraître, début 2023, en lien avec la première saison d'Archéologie dans la Cité, qui est un livre d'entretien avec Yves Coppens, son ultime ouvrage. Mais revenons à ce qui nous occupe ce soir. Mettre au monde le patrimoine, l'archéologie en actes. Quel titre prometteur que cette maïeutique historique et archéologique qui s'annonce. Créer des liens entre les disciplines
avoir une approche innovante de la recherche, transmettre ses savoirs, voilà des aspects qu'Anne Le Herff maîtrise parfaitement, avec toujours comme fil rouge l'humain. Je ne souhaite donc pas être plus longue ce soir et je suis très heureuse de passer la parole à Monsieur François Germinet, président de l'Université de Cergy Paris Université. Hop. Très bien, Madame la Directrice, merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, chère Anne, je suis également moi-même ravi de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour cette leçon inaugurale de notre chaire de l'initiative d'excellence. Ça fait déjà pas mal d'années que l'université de Cergy fraye son chemin avec le patrimoine. Ça a commencé par l'archéologie avec les fouilles à Geninville et puis des travaux avec le C2RMF, avec le LRMH, avec le musée du Louvre, avec le château de Versailles, la création d'une fondation des sciences du patrimoine avec l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, des masters qui se sont développés en cours de route, un laboratoire d'excellence, des équipements pour le patrimoine, une école universitaire dignement représentée ce soir, et puis voilà, une UMR CNRS Héritage, dont vous voyez le logo ici. Je salue les directrices. Tout ça petit à petit, sur une dizaine d'années, nous nous sommes pris de passion pour la question du patrimoine, le patrimoine matériel et la manière dont on pouvait éclairer le présent et le futur à partir de nos patrimoines. Mettre au monde le patrimoine, c'est un peu mettre au monde nos propres sociétés et la vision qu'elles ont d'elles-mêmes et de leur futur. Voilà. Et nous avons, il y a peu de temps, il y a 2 ans déjà, sauté le pas pour destiner l'une de nos quelques chaires d'excellence que nous pilotons avec l'ESSEC, l'école de commerce que vous connaissez et avec laquelle nous partageons cette initiative d'excellence. Nous avons défini un certain nombre de chaires juniors et de chaires seniors et nous avons décidé d'un commun accord d'ouvrir une chaire dédiée à la question du patrimoine. Et alors, il fallait trouver l'oiseau rare qui puisse articuler des sciences humaines, de l'histoire, mais en même temps des sciences expérimentales, les travaux de chimistes, de physiciens, voilà. Quelqu'un qui puisse dialoguer avec les institutions culturelles avec lesquelles nous étions déjà en échange, et je pense bien sûr au Musée de l'Homme, mais aussi au Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain, et puis quelqu'un qui pourrait nous permettre de faire un pas de plus sur ce sujet de l'archéologie qui nous tenait à cœur, que nous avions développé, mais pour lequel il manquait encore une petite étape, une impulsion importante. Et donc, voilà, nous avons eu la chance que Anne Le Herff accepte de postuler sur ce poste. Et donc qui depuis n'a eu de cesse que de développer le programme Archéologie dans la Cité, des relations avec le Musée de l'Homme, avec le MAN et avec d'autres institutions. On continue le travail avec le C2RMF où Anne a déposé une petite partie de ses affaires également. Voilà. Et puis une pensée émue pour Yves Coppens qui avait ouvert le cycle archéologie dans la Cité dans cette même salle il y a à peu près 1 an. C'était il n'y a pas très loin d'1 an, un petit peu plus. Voilà. Et donc j'ai une pensée émue pour ce grand maître de l'archéologie. Merci encore à toutes et à tous d'être présents. Merci, Madame la Directrice, de nous accueillir pour cette belle chaire inaugurale. Et, chère Anne, je pense que je peux te céder le micro, les micros. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là. Madame la Directrice du Musée de l'Homme,
Monsieur le Président de Cergy Paris Université, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames les directrices de l'UMR Héritage, chers collègues, collaborateurs et étudiants, chers amis, Mesdames et Messieurs. Dimanche 23 octobre 2022, il est 13h02. De manière anodine, j'allume le journal télévisé sur une chaîne nationale. Il est question d'une gourmette qui vient d'être trouvée fortuitement en Normandie, dans un champ, celle d'un soldat américain tombé le jour du débarquement. La gourmette n'a rien d'exceptionnel. Elle est abîmée, mais elle conserve quelques lettres, Bull, le surnom du défunt et 3 initiales, WLB, celle de Wolverton Robert Lee. Les commentaires retiennent mon attention. Cette simple gourmette est, nous dit-on, un morceau de notre histoire, avec un grand H, qui nous permet de revivre la nuit du 5 au 6 juin 1944. L'homme a sauté en parachute à Saint-Côme-du-Mont et il est mort avant d'avoir touché le sol. Il n'avait pas 30 ans. La gourmette est remise au musée local du D-Day Experience où elle sera exposée. Elle y constituera une pièce majeure destinée à rappeler le martyre de ce jeune soldat qui ne doit pas être oublié. C'est merveilleux. La leçon qui nous réunit ce soir tient, presque tout entière, dans 7 minutes et 30 secondes, surgit de manière impromptue en ce midi d'automne. Tous les ingrédients sont là et s'entremêlent. Un objet disparu qui jaillit du passé et l'incarne. Une émotion collective et une empathie partagée. Une jeunesse sacrifiée que l'on peut serrer dans le creux de la main grâce à un objet. Des protagonistes qui s'accordent, des trémolos dans la voix, sur la décision de garder, de montrer, d'en faire un symbole contre l'oubli et pour les générations futures. Un attrait pour une histoire mondiale que les habitants d'aujourd'hui peuvent investir. Ce reportage en ouverture d'un journal télévisé national et à une heure de grande écoute nous éclaire sur l'imaginaire collectif de la découverte, sur les attentes du citoyen en matière de récit historique, voire de roman national, sur ce qu'il pense être des trésors, sur ce qu'il espère auréolé de mystère. On y devine l'archéologie sans que le mot ne soit prononcé. On y entrevoit les notions d'histoire et de patrimoine. Le chercheur se doit d'être attentif à cet écho sur les ondes et dans les kiosques. Il est un point de repère qui le guide. Il lui raconte ce que la société actuelle, qui est aussi la sienne, retient et désire. Il n'est pas la science érudite pour laquelle il œuvre, mais il lui permet d'être informé et, à son tour, d'agir, de corriger, d'apprendre, de dialoguer. Prêter l'oreille et ouvrir les yeux. Je suis coutumière du fait. Je guette, traque et collectionne ce qui se diffuse ainsi, plutôt dans mes domaines, je l'avoue. L'homme préhistorique, les Celtes, les Gaulois, les grandes civilisations qui me font toujours bondir, car il faudrait alors admettre qu'il y en a des petites. L'exercice est subtil, rien n'est figé. La science est en mouvement permanent et la société en mutation continue. La rencontre de l'un avec l'autre relève d'une alchimie délicate et instable, d'une confrontation sensible de ces 2 trajectoires mobiles. Laissons, pour l'instant, notre gourmette américano-normande. Les mots engagent. J'en ai toujours été intimement convaincue. Moi qui consacre mon temps de recherche à enquêter sur des femmes et des hommes qui n'ont pas laissé de sources écrites. Moi qui emploie mon temps d'enseignement à expliquer qu'à travers ces traces du passé, nous écrivons les vies de celles et ceux qui nous ont précédés et dont nous sommes les héritiers. Les mots engagent, que ce soit pour le titre d'un article, d'un livre et a fortiori celui d'une chaire. Celle-ci est dite INEX, financée par le programme d'initiative d'excellence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. D'une durée de 5 ans, elle a débuté en septembre 2021, décalée d'une année en raison de la pandémie. Insérée dans le système universitaire, elle offre des conditions particulières et plus favorables que l'ordinaire des enseignants-chercheurs aujourd'hui. J'en ai conscience. Son titre, choisi par Cergy Paris Université, associe 2 termes forts et évocateurs, archéologie et patrimoine. Une telle chaire à Cergy, voilà un défi. Cette université porte les questions patrimoniales depuis des années, cofondatrice en particulier de la Fondation des sciences du patrimoine. Notre président vient de nous le rappeler. Et elle travaille en partenariat avec des institutions françaises comme l'Institut national du patrimoine ou à l'international au sein de l'Alliance Utopia.
Je vais ainsi d'ailleurs pouvoir renforcer les études archéologiques à l'international avec une université comme celle de Göteborg, qui est dans Utopia, avec laquelle j'ai travaillé depuis des années, avec Christian Christiansen, figure majeure de l'âge du bronze européen, et aujourd'hui Johan Ling, qui a pris sa succession. Je remercie son président, François Germinet, d'avoir souhaité cette chaire, de me l'avoir confiée et d'avoir eu l'inconscience de me laisser entièrement libre d'imaginer ses contenus avec les bagages qui sont les miens, de proto-historienne de l'Europe, d'archéométallurgiste, de vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique, une fonction qui m'a amenée depuis 2015 à renforcer la part des antiquités nationales dans mon travail et à traiter de sujets de fond très variés, de sciences, de société, de droit, de politique, pour toutes les périodes et pour tous les milieux. Avec ces ingrédients donc, et grâce à des partenaires institutionnels qui ont répondu présents, et je les en remercie, j'ai donc imaginé cette chaire, ses enseignements, ses perspectives de recherche, ses collaborations. Joli défi. Les mots engagent, mais ils n'enferment pas. Ils sont un jeu sérieux que Françoise Héritier a mis en scène avec gourmandise dans le goût des mots. Ils étaient là, et je devais les faire miens. Je devais les approcher sous l'angle scientifique, mais sans perdre de vue que la manière d'aborder le passé est toujours éminemment politique, surtout lorsqu'il s'agit de la question des origines. Les origines, un invariant de l'archéologie, une idole que Marc Bloch avait bien raison d'envisager avec inquiétude. Ces deux mots, archéologie, patrimoine, j'ai voulu les regarder selon une sémiotique à la Roland Barthes, les décortiquer, les triturer, les malaxer, comme on le fait avec de la pâte à modeler, avec de la pâte à penser. Qui étaient-ils? Moi qui les fréquente depuis si longtemps, les connaissais-je si bien? Mis à l'épreuve du temps, ne sont-ils pas devenus ordinaires et affadis à force d'être quotidiens? Et puis, quel sens leur donner dans une telle chair, et quelle chair construire et développer, portée par de tels mots? Voilà les enjeux de cette leçon qui a été souhaitée par mon université et mon UMR Héritage, on ne saurait trouver un nom plus approprié ici, selon une tradition commune au monde académique à l'échelle internationale. Ce qui est un peu moins normal, si j'ose dire, c'est la date de cette leçon dans un calendrier pris un petit peu de travers, que l'on qualifiera de quelque peu contrarié. Une leçon que j'ai le plaisir de partager avec vous, que j'ai l'honneur de prononcer dans ce musée de l'homme, pour lequel j'ai un immense respect, et dont j'admire le projet universaliste et humaniste, l'homme dans son unicité, l'homme dans sa diversité. Fermons les yeux, imaginons. Les vestiges sont là, sous nos pieds, enfouis et engloutis, mais ils ne se voient pas. Ils n'existent pas, ou plutôt, ils n'existent plus, même s'ils ont traversé le temps. Immobiles, muets, ils restent invisibles dans les entrailles de la terre et les profondeurs des eaux, si rien n'est fait pour les en sortir au terme d'une gestation courte ou longue, et dont la durée n'est préalablement pas définie. Ils peuvent y demeurer, oubliés pour l'éternité, pourrait-on supposer, si rien, si personne ne les met à la lumière, ne les met au jour, ne les met au monde. Pour leur donner vie, les mettre en mouvement, leur donner la parole, il faut opérer à leur naissance, à leur renaissance, osons Barthes à nouveau, celle qui les sort du passé, celle qui les intègre dans un monde nouveau et contemporain, où leur statut change, un monde différent de celui de leurs origines, notre monde, où ils nous éclairent et nous instruisent. Ce qui repose là, invisible et vulnérable, est déjà le résultat d'un premier tri ancien et double, celui des hommes du passé, qui ont choisi de déposer ou qui ont abandonné tel ou tel objet, et celui du temps écoulé, celui de la taphonomie. S'y ajoute un second tri, celui des hommes d'aujourd'hui, qui, par ce geste, déterminent ce qui sera étudié, analysé, conservé, exposé, transmis. Un jour, alors que je m'interrogeais une fois encore sur ce que nous, les archéologues, sommes, la rhétorique de la maïotique s'est imposée comme une évidence. Mettre au monde n'est pas une fantaisie, un caprice sémantique. C'est aller plus loin que mettre au jour, littéralement et symboliquement.
Cette mise au monde qui donne vie se décline en plusieurs moments. Elle commence par une naissance que l'on peut qualifier d'intime et que l'on peut subdiviser. Il y a d'abord, de manière incontournable, la naissance sur le chantier de fouilles. Sur ce dernier, espace semi-clos, ne peut naître que celles et ceux qui y sont autorisés, comme pour une parturiente que l'on préserverait des regards indiscrets. Tous les lieux ne sont pas identiques, car l'archéologie est diversité, mais ils ont en commun cette mise au monde si particulière. Ensuite, et aussi, il y a la naissance intime dans les salles des laboratoires où, à partir des vestiges, l'archéologue porte à la lumière des microscopes les informations qui font exister ces traces du passé jusqu'au plus profond de la matière. Cette naissance-là n'est pas moins importante que celle du chantier pour faire acte d'archéologie, et elle n'est pas moins légitime pour être pleinement archéologue, lequel ne saurait se confondre avec le fouilleur, se réduire à cette figure parfois mythique, avec ou sans chapeau. Fouiller sans étudier est vain, mais étudier un objet sans nécessairement avoir été le fouilleur peut avoir du sens. Ce premier temps est, à bien l'observer, tout de même un peu étrange. Certes, mise au monde il y a, c'est-à-dire naissance de données, de vestiges, de savoirs, de vie. Toutefois, dans le même temps, rappelons-le, il y a destruction, car pour progresser dans la fouille, il faut enlever des niveaux de manière définitive. Et pour analyser en laboratoire, il faut souvent procéder à des prélèvements dits destructifs. Dans ce dernier cas, et à condition de s'assurer que les résultats n'en seront pas faussés, il est parfois possible de ne pas entamer le matériau et de faire donc des prélèvements dits non destructifs. Pour ce qui est du terrain, tant que l'on n'aura pas inventé la fouille sans ouvrir le sol, il y aura destruction. Le préhistorien André Leroi-Gourhan, pionnier à bien des égards et grande figure du musée de l'homme, mit l'accent sur ce caractère destructif de la fouille et employa pour la caractériser le mot de dissection, qui renvoie au corps, mais également à la mort. Pour ma part, si André Leroi-Gourhan met un guide pour bien des sujets, je préfère célébrer la vie que porte l'archéologie, les vies, celles que nous cherchons à retrouver. Le deuxième temps de cette mise au monde est celle de la présentation et du dévoilement. On sort de l'intime pour entrer dans une sphère publique où l'existence est annoncée. Vient ensuite ce que l'on pourrait appeler le baptême, la désignation. Par exemple, c'est une tombe, elle est sur le site de Lavaux près de Troyes, celle de l'Aube et non de Méditerranée. Elle a été fouillée par une équipe de l'INRAP. Y repose un prince dans un ensemble funéraire fastueux, datable du tournant du 5e siècle avant notre ère. Ce temps de la dénomination est indispensable pour une reconnaissance, une existence partagée, elle-même nécessaire dans un processus de patrimonialisation. Enfin, dernière étape, cette donnée archéologique suit le déroulé de l'enquête, de l'écriture, du récit des vies retrouvées, de la publication, de l'exposition, de la transmission. Bref, arrive ce qui arrive lorsque la vie d'un rejeton échappe à ses parents pour suivre son propre chemin. Nous voilà donc avec des bébés, d'étranges bébés d'ailleurs, des nouveau-nés qui peuvent être très vieux ou au contraire très jeunes, 2 millions d'années, 40 000 ans, 40 ans. L'archéologie ne connaît pas de limite chronologique. Est archéologie ce qui a cessé d'être en usage dans une société qui disparaît et qui, précisément, est remis au monde, le nôtre, qui peut à nouveau disparaître pour renaître un jour, peut-être à nouveau, dans un monde futur. L'archéologie accompagne ces vies, s'en saisit, enquête, les transforme en savoir, en patrimoine. En patrimoine, en quoi ce que l'archéologie met au monde est patrimoine? Le mot est vertigineux. Le patrimoine est non seulement devenu commun dans le langage, mais il semble s'être multiplié et même démultiplié depuis les études classiques de Jean-Pierre Bablon et André Chastel. Polysémique, il est omniprésent, provoquant rêve, passion et sympathie. Il y a du patrimoine de tout, partout, matériel et immatériel. Certains spécialistes s'en insurgent d'ailleurs, voyant là le dévoiement d'une définition originelle. Celle-ci, puisant ses fondements dans le droit romain, désigne le patrimoine comme l'ensemble des biens hérités et acceptés, transmis d'une génération à une autre, appartenant à une entité privée
ou public. Des notions clés sont mobilisées dans cette définition, celle du temps, qui se déploie en un hier, un aujourd'hui, un demain, dans une forme de généalogie, celle du tri et de la sélection, car tout ne se transmet pas, mais seulement ce que l'on garde volontairement, ce qui a une valeur patrimoniale, quelle qu'en soit sa nature. Lorsque c'est l'humanité qui est héritière, la question se pose de manière aiguë et à chaque génération. Garder, jeter, valoriser. Aujourd'hui, parce que le mot est de toutes les situations, le patrimoine semble presque une évidence. Rappelons qu'il fallut quelques combats pour y parvenir, avant même ceux de l'archéologie, qui en recueillit tardivement les fruits. Le patrimoine en Occident, en France tout particulièrement, est d'abord né d'un besoin de protection face aux destructions de la Révolution française. On se souviendra du rôle de l'abbé Grégoire dans son rapport de 1794 à la Convention, où il dénonçait la destruction de monuments et d'objets nationaux, où il inventa le terme de vandalisme pour désigner ces actes et tuer la chose, où il affirma, au-delà de l'anathème, que le respect public entoure particulièrement les objets nationaux qui, n'étant à personne, sont la propriété de tous. On se rappellera les paroles devenues célèbres de Victor Hugo dans sa guerre aux démolisseurs de 1825 et 1832. Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Hugo veut non seulement que le vandalisme cesse, mais il réclame en urgence une loi indispensable pour les monuments, la nationalité de la France, les cathédrales, les plus grands produits de l'intelligence humaine, l'irréparable qu'on détruit, les souvenirs, l'œuvre collective de nos pères, pour le passé, pour l'histoire. La naissance de la notion de patrimoine est donc associée à une lutte contre le vandalisme au nom de la nation et de manière consubstantielle à la constitution de l'État-nation. Il s'agissait de garantir la préservation de monuments et de biens dans une alliance complexe entre le bien commun, ce qui appartient à tous, et la défense de la propriété individuelle pour chaque citoyen, arraché de haute lutte. Cette notion de patrimoine est alors celle des monuments et des objets d'art, des œuvres. Le musée y est pleinement associé. L'archéologie, en revanche, n'y tient guère de place, sauf dans sa dimension de beaux-arts, une dimension à laquelle elle ne saurait être réduite aujourd'hui. Pourtant, c'est bien sur cette base que le patrimoine archéologique s'est constitué, avec des mécanismes similaires et dans une dilatation de cette notion de patrimoine, parallèlement aux mutations de l'archéologie tout entière. L'archéologie, science des choses anciennes, est à la fois un geste ancestral et une pratique scientifique récente. On ne refera pas tout le cheminement de la construction de l'archéologie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais nous en retiendrons quelques faits essentiels. La recherche d'un passé enfoui dans le sol est millénaire. Alain Schnapp, qui a été mon directeur de thèse, l'a clairement démontré. Mais trouver des objets dans le sol ou des ruines n'est pas un geste suffisant pour faire acte d'archéologie, a fortiori dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. La redécouverte de l'Antiquité durant la Renaissance livre des œuvres dont le caractère esthétique est incontestable et qui inscrit dans le sol la légitimité des princes. Lorsque le pape Jules II organise des fouilles à Rome, il cherche dans la terre de la ville éternelle l'inscription de sa continuité, plus encore que le beau et la connaissance du passé. À partir du XVIIe siècle, certains pays intègrent et encadrent précocement une forme d'archéologie, soit dans la perspective du savoir, c'est le cas de la Scandinavie, soit de protection face à des exportations de vestiges hors du sol national. On pense en particulier à la péninsule italienne et à l'édit PACA de 1820. Le volet esthétique reste alors dominant dans les collections des érudits, même si des objets variés s'y côtoient et qu'une fouille comme celle de Pompéi ouvre des perspectives inédites. Le patrimoine archéologique est le beau, le trésor, le monument. Le XIXe siècle voit la naissance d'une archéologie nouvelle, celle de la préhistoire, qui ne suscite pas toujours estime ou juste reconnaissance. Le grand antiquisant Théodore Mommsen n'a-t-il pas lui-même prononcé ces mots restés fameux ? La préhistoire est la science des analphabètes. Ces recherches sont un travail pour Pasteur Campagnard,
et officier en retraite. Je ne suis ni pasteur, ni à la retraite, mais j'avoue que j'aime répéter, par provocation, que je suis analphabète et fière de l'être. Dans les dictionnaires français du XIXe siècle et du début du XXe siècle, l'archéologie reste la science des arts et des monuments anciens. Durant ce siècle de réforme, les premières mesures qui la touchent mobilisent surtout un travail d'inventaire et concernent essentiellement les monuments. Seule la circulaire Montalivet de 1838 ébauche l'idée qu'il faut une autorisation et des compétences pour fouiller. Il faudra attendre un siècle pour voir en 1941 la première loi qui encadre l'archéologie. À partir des années 1980, le développement d'une archéologie préventive en lien avec les travaux d'aménagement bouscula l'ensemble de l'archéologie. Comme dans l'émergence de la notion de patrimoine, c'est face aux démolitions qui choquèrent les esprits que cette archéologie préventive s'imposa non sans heurts. Il fallait protéger par l'étude ce qui devait être détruit afin que se bâtissent les routes et les centres commerciaux. En 1992, à Malte, c'est à l'échelle de l'Europe que la réflexion fut conduite. Pour les vestiges immergés, une convention permit en 2001 de poser les bases d'une protection de ce patrimoine et d'en garantir les études. En 2001 et 2003, une législation spécifique fut promulguée en France, non sans bruit et sans protestation. D'aucuns y virent un retard des chantiers de construction, un empêchement de la vie contemporaine, une vaine et tragique course des archéologues face aux bulldozers pour ce qu'ils estimaient être sans intérêt. 20 ans plus tard, le bruissement des ignorants se fait encore parfois entendre, malgré l'importance des mutations et l'enrichissement exceptionnel de la connaissance. Toutefois, en majorité, le citoyen a compris que l'archéologie est une science qui se conjugue au présent et non une collecte désuète de vieilleries inutiles. Plus encore, elle l'intéresse et le séduit. Elle lui permet de répondre un peu ou beaucoup à ces questions existentielles que Paul Gauguin avait peintes en 1897 et qui sont précisément celles du Musée de l'Homme dans son parcours permanent. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? 2001-2003, les dates parlent d'elles-mêmes. Cela ne fait donc qu'une vingtaine d'années que l'archéologie française, dans son ensemble, est encadrée, et elle n'est pas la plus mal placée dans le monde. Étudiante dans les années 90, intégrant le monde professionnel au début des années 2000, j'ai l'impression d'avoir pleinement vécu ces mutations durant 3 décennies et les avoir accompagnées dans ma pratique et mes missions. Au-delà de nouvelles procédures opérationnelles, c'est la nature de la donnée archéologique et les thèmes de recherche qui changèrent. Le beau ne pouvait plus suffire à une archéologie scientifique de l'homme et de la nature, ambitieuse et de plus en plus professionnelle. Chaque trace put se hisser en preuve concrète du passé, en trésor scientifique sans être nécessairement en or. Le pollen ou l'ossement, qui ne prétendaient à nul attrait de beauté, gagnèrent leur galon aux côtés de la noble statuaire. Le fameux négatif de Troute-Poteau acquit sa légitimité face au temple de marbre et à la pyramide. Au nom de valeurs nouvelles, ce qui était reconnu et accepté comme vestige archéologique et bien patrimonial s'élargit considérablement. Le législateur s'adapta, accompagna, parfois tardivement, ce que le scientifique avait déjà acté ou attendait. Des sujets s'imposèrent en lien avec des préoccupations contemporaines et de société, portées par des méthodes et des technologies toujours plus performantes, qui soulignèrent ainsi que l'enquête archéologique n'est jamais close. Prenons un exemple d'une actualité brûlante, celui des restes humains. Les ossements ou les dents furent longtemps négligés, sauf cas particuliers, très vieux, momifiés, etc. Ils devinrent précieux à partir de 1950 pour des datations, des études funéraires, aujourd'hui des études paléogénétiques. Plus encore, les restes humains ont pris une place dans les débats relevant de questions éthiques autant que scientifiques. Mettre au monde un patrimoine qui est littéralement nous-mêmes n'est pas neutre et agite des sensibilités au-delà de la communauté des archéologues. Peut-on les fouiller, les étudier, les exposer au public dans les musées?
Quel choix opérer entre science et ce que certains considèrent être le respect des croyances et religions de leurs ancêtres? En 2022, ces questionnements se posent à l'échelle mondiale, au sein de sociétés contemporaines qui établissent un rapport nouveau avec l'histoire et avec ses traces matérielles. Certains pays ont pris des dispositions. Ainsi, depuis 1990, le NAGPRA Act aux États-Unis conditionne et contraint la science et l'archéologie, limitant certaines études, obligeant à des réanimations que les scientifiques subissent impuissants. Le présent, le passé, les questions identitaires s'entrechoquent de manière difficile. En France, récemment, certaines fouilles de cimetières ont été empêchées par des communautés religieuses au nom de la religion des Inhumés. Ce seul sujet souligne à quel point l'archéologue est un scientifique dans la cité, dans tous les sens du terme, et à quel point également le citoyen a investi le champ de l'archéologie. Déjà, en 1990, Christian Goudineau, titulaire de la chaire d'Antiquité nationale au Collège de France et grand promoteur de l'archéologie, invitait à son partage dans un rapport au Premier ministre en ces mots. L'archéologie met au jour des documents et des vestiges, non seulement à étudier, mais à présenter, à intégrer dans la vie quotidienne, à mettre en valeur, à faire connaître. Que de chemin parcouru depuis cette époque et l'année de l'archéologie en 1989. Le succès des visites de chantier, des journées européennes de l'archéologie et du patrimoine en témoigne. L'archéologie est un enracinement individuel dans une histoire locale. Grâce à elle, on peut toucher du doigt son passé dans son territoire. Notre gourmette de Normandie ne dit pas autre chose. Incarnation matérielle d'une histoire mondiale et connectée, elle devient, par la grâce de la patrimonialisation, le symbole d'une mémoire commune attachée à la terre du débarquement. Allons plus loin, tirons le fil, travaillons les maillons de cette gourmette. Le reportage nous dit qu'elle a été trouvée par hasard. La précision est la bienvenue. La législation française est claire sur le sujet. Depuis la loi de 1941, il est interdit d'entreprendre sans autorisation de l'État des recherches et des fouilles à des fins d'études archéologiques, y compris lorsque l'on est propriétaire de son terrain. De même, depuis 1989, l'usage de détecteurs de métaux à des fins de recherche archéologique sans autorisation est interdit. L'État considère, à juste titre, que seuls les professionnels sont en capacité d'opérer, non pas pour limiter des libertés individuelles, mais pour répondre à des enjeux scientifiques universels. La donnée archéologique présente, là, sous nos pieds, n'est pas renouvelable. Elle est unique et précieuse comme une vie. Revenons à notre gourmette. Peut-on trouver, par hasard, un objet tombé dans un champ 78 ans plus tôt, alors que l'on est parti cueillir des champignons? On est en droit de se poser la question. Les témoins de cette aventure normande sont sincères. Il leur importe plus que tout de rendre hommage à ce soldat. Pourtant, la belle histoire interroge. Cet objet, dans le langage archéologique, est qualifié d'objet orphelin, avec un vocabulaire, une fois encore, qui se rattache à la vie et à la maïeutique. Certes, dans le cas présent, on sait quel est son propriétaire. D'ailleurs, là aussi, pour les soldats, des lois spécifiques existent. Et sans doute à peu près le lieu de sa découverte. Mais comment précisément a-t-il été trouvé? Dans quel contexte reposait-il? Y avait-il des éléments ou fragments d'autre nature? Quels relevés et photographies ont été faits? Au vu des indications fournies dans le reportage, cet objet reste amputé de données définitivement perdues. Dans le cadre d'une fouille archéologique menée par des professionnels, toutes ces informations et d'autres seraient enregistrées. En 2022, précisément pour éviter les objets orphelins en prospection sur le chantier de fouilles, il n'y a plus de place pour les amateurs d'antan, sauf en accompagnement des professionnels ou en raison de compétences reconnues et toujours dans le cadre de la loi. On est loin de l'archéologie pionnière du XIXe siècle, où chacun faisait comme bon lui semblait, ou presque, ou même de celle de la fin du XXe siècle, où une certaine tolérance,
une certaine coexistence furent de mise entre les amateurs de trésors et de militaria et le monde archéologique réglementé. Ce temps est révolu, dans une dialectique délicate, car le citoyen se sent concerné plus que jamais par ce passé enfoui sous ses pieds, mais auquel seul le professionnel a désormais accès, dûment autorisé. Tout autre type d'investigation est illégal et relève d'un mot sans appel, celui de pillage. Un mot qui recouvre des situations très variées, plus ou moins dramatiques. Un mot qui vient s'associer à cette notion d'objets orphelins qui sont eux aussi de plusieurs types, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier, ceux arrachés à la terre ou aux eaux par de simples malandrins ou par de vrais méchants. Essayons de démêler les fils de cet écheveau complexe. Certains détectoristes et prospecteurs passionnés du passé ne pensent pas à mal et souhaitent partager le fruit de leurs investigations. On a même inventé l'expression de « science participative ». Dans le meilleur des cas, supposons que l'intention n'est effectivement pas mauvaise. Toutefois, quel que soit leur dessein, le résultat de leur promenade, qu'ils pensent être de loisirs, est destructrice de patrimoine archéologique et de connaissances, puisque fouiller, c'est détruire, puisque fouiller, c'est collecter des objets, mais c'est aussi étudier le contexte dans lequel ils se trouvent, l'emballage dans lequel reposent les vestiges, autant que le contenu. La loi de 2016, article L510-1, le dit. La définition de l'archéologie intègre désormais cette notion de contexte, en le reconnaissant ainsi sous l'angle scientifique et en faisant également un critère dans la lutte contre le pillage. Il serait d'ailleurs temps que certains médias, sourds à la loi et aux appels des archéologues, cessent de promouvoir ces dégradations de patrimoine archéologique. À une autre échelle, dans le monde, sans véritable volonté de nuire, il existe aussi un pillage de la misère économique. Là, nul goût du passé n'est évoqué par ceux qui le pratiquent, juste le souhait de nourrir leur famille. Et puis il y a les autres, les vrais méchants, les trafiquants et les pillards qui volent dans le sol ou sous les eaux pour un plaisir égoïste de possession, par pur profit, ou qui s'en servent pour le transformer en argent, lequel pourra à son tour être destiné à l'achat d'armes, au financement de guerres et du terrorisme, ou à d'autres choses tout aussi éloignées de la science. Il y a ceux aussi, et ils peuvent être les mêmes que les précédents, qui saccagent, massacrent, anéantissent, éradiquent par idéologie fanatique, car le passé, tel qu'il paraît au monde, ne leur convient pas. L'instrumentalisation de l'archéologie peut aussi revêtir la forme de la disparition. Ce n'est alors plus de l'ignorance, mais de l'obscurantisme. De toutes ces actions contemporaines naissent des objets orphelins d'aujourd'hui qui auraient pu connaître un autre sort que ce destin amputé. Une autre catégorie d'objets orphelins existe, plus complexe, ceux d'hier, ceux qui ont été mis au monde à un moment où la conscience du contexte et la science archéologique n'étaient pas celles d'aujourd'hui et dans une géopolitique mondiale différente. Ceux-là ont été patrimonialisés il y a longtemps et nous en avons hérité. Ces objets ont pu être récupérés grossièrement, mais aussi fouillés, avec les méthodes de l'époque, sur les sols nationaux ou dans d'autres cadres, par des Anglais en Grèce, des Français en Égypte, des Européens en Afrique. Ils ont été le plus souvent emportés, exportés vers des musées, loin des lieux de leur découverte, selon des logiques plurielles, souvent vers l'Europe, mais pas uniquement. Ces orphelins portent avec eux aussi cette histoire de la domination de pays européens sur d'autres, et même celle des colonisations et des guerres à travers le monde. Il faut enfin ajouter une dernière catégorie, indépendante de la seule action humaine que l'on trouve à toute époque et dont le nombre augmente avec les conséquences du réchauffement climatique. Ce sont les orphelins par accident, par orage, par tempête, par fonte des glaces, par sécheresse. Tous différents et tous orphelins, que faut-il faire de ces objets ? Prenons 2 exemples de la protohistoire européenne. Restons en Normandie, la Bretonne n'est pas rancunière.
En 1832, à Bernières-d'Ailly, près de Falaise, un lot de casques fut découvert par un paysan dans un champ. Décidément, le champ normand est riche. Ramassés parce qu'ils étaient identifiables, les 9 exemplaires furent distribués, vendus selon des schémas ordinaires de l'époque, y compris en Europe. Ils sont aujourd'hui répartis entre la France, les États-Unis et l'Italie. Ils sont typiques de ces dépôts métalliques du bronze final européen. Privés d'informations précieuses sur leur contexte, il n'en reste pas moins des pièces exceptionnelles et ils sont étudiés à ce titre. J'ai moi-même analysé au laboratoire celui qui est conservé à Rome. Présentés à l'exposition universelle de Paris de 1867, ils avaient été exposés comme gaulois. Ils sont alors devenus un emblème national, anachronique car ils sont plus vieux de 1000 ans, mais emblème tout de même, et ils ont fini sur la tête de Vercingétorix, puis celle d'Astérix. Ils sont un patrimoine archéologique inscrit dans une histoire et même dans l'imaginaire collectif. Ce serait absurde de les ignorer. Voyageons encore un peu, allons en Allemagne et considérons cette fois un objet orphelin contemporain. Le disque de Nebra, la première représentation connue de la voûte céleste. L'histoire est tout autre. C'est le résultat d'une fouille clandestine, d'un pillage en juillet 1999. Au terme d'une affaire judiciaire complexe, le disque, les 2 épées et le reste du matériel ont été remis au musée de Halle. Le dépôt date de 1600 environ avant notre ère. Il est devenu un symbole, représenté dans le monde entier et très largement étudié. Il reste pourtant un objet archéologique orphelin, dépouillé de sa filiation la plus fine que l'on aurait pu avoir grâce à une fouille professionnelle. Les 167 années qui séparent ces 2 découvertes changent tout. Ce qui était compréhensible et acceptable hier ne l'est plus aujourd'hui. Du point de vue de la science, ces 2 ensembles sont mutilés et ils ne remplissent pas tous les critères que l'on attendrait aujourd'hui. Pour des fouilles ou des collectes anciennes, le chercheur compose avec les vestiges dont il hérite et tente de faire face aux défis de ces lacunes accumulées. Pour des actes contemporains, il s'insurge et lutte contre toute forme de pillage qui arrache les traces plus qu'il ne les met au monde en les privant définitivement de ce contexte si précieux. Il ne saurait les considérer comme des objets normaux. Il s'interdit d'en faire un sujet ordinaire d'étude. Il refuse de les confier à un étudiant pour ses travaux, mais il ne peut envisager de les détruire, de les jeter, de les tuer à nouveau. La mémoire et l'affect l'emportent ici sur la science et l'histoire. Une dimension que l'anthropologue Daniel Fabre avait bien comprise. L'archéologue adopte donc ces orphelins, les transforme en savoir grâce aux informations qu'ils sont capables de livrer, mais il a le devoir de rappeler les circonstances de cette naissance entachée. Étudier, patrimonialiser, à qui appartiennent ces objets orphelins ? Cette autre délicate question, clé et de très grande portée, déborde largement l'archéologie. S'entrechoquent ici des questions de mémoire, de science, de géopolitique, d'histoire, de droit, d'éthique. Sur ce point, une fois encore, les orphelins d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. La lutte contre le pillage est mondiale pour mettre un terme à ces mises au monde clandestines, aux destructions qui en sont le corollaire et aux trafics qui les accompagnent ou les motivent. Tout objet orphelin contemporain appartient au pays où il est mis au jour. Cela ne signifie pas que ce soit simple, loin de là. Mais la règle générale est claire. Les bases en ont été posées en 1970 à l'échelle mondiale, accompagnant les décolonisations. Quant aux objets orphelins d'hier, la situation est bien plus complexe, car elle relève d'actes passés, de fouilles qui n'étaient pas encore qualifiées de pillage, de trafics qui n'avaient pas encore de loi pour les combattre. Encore et toujours, il est impératif de contextualiser et d'historiciser. Par ailleurs, se dessine ici, à l'échelle mondiale, l'ombre des restitutions qui sortent du champ de la science, mais ne l'épargnent pas cependant. De tous ces sujets sensibles, il faut débattre, il faut également faire connaître et faire apprendre. L'archéologue n'est pas un juge, l'archéologie ne répare rien, et d'ailleurs l'histoire ne répare pas. En revanche, l'histoire des pratiques, des sciences, des hommes, offre des clés de compréhension qui éclairent d'éventuelles décisions contemporaines en évitant des idéologies primaires nourries par ignorance ou dogmatisme.
Explorons encore les mots de ces mises au monde. Arrêtons-nous aussi sur une notion que l'on trouve parfois dans la littérature, celle de la pureté du vestige, tel qu'il paraît, l'enfant, et qui offrirait à l'archéologie la possibilité de mieux approcher la vérité. Le mot est lancé. À l'été 1990, j'étais étudiante en licence d'archéologie et je suis allée fouiller à Bragny-sur-Saône, en Saône-et-Loire, un habitat de l'âge du fer. J'étais comme chacun dans un secteur responsable de ce que je voyais, fouillais, mettais au jour. Un épisode m'a particulièrement marqué durant cette campagne. Il peut sembler anodin, il est pourtant révélateur de ce qui est devenu ma manière d'envisager l'archéologie. Site de carrefour et lieu de commerce, Bragny recevait des amphores de Méditerranée. Un après-midi, le nez au niveau du sol, presque dans le sol, j'ai fouillé le fond d'une amphore importée d'Étrurie. Les parois étaient épaisses, la céramique rosée et légèrement micacée. En libérant délicatement l'intérieur du vase de la terre qui s'y trouvait prisonnière, j'ai repéré une très fine couche, plus foncée et plus rigide, fragilement accrochée aux parois. C'était ce qui restait d'un fond de vin d'Italie que cet amphore avait transporté jusqu'aux portes de la Bourgogne. Je me souviens encore d'avoir fermé les yeux et humé pour y chercher un parfum qui aurait traversé quelques 2500 années et que j'avais le privilège, moi, petite étudiante débutante, de retrouver en cet instant précis. J'ai compris à ce moment-là que l'archéologue a cette chance inouïe d'annihiler le temps, d'aller à la rencontre directe du passé, celui que l'on cherche à comprendre dans une quête infinie des causalités. Il le touche, il le voit, et parfois même donc, il le sent. Au lendemain de la fouille, j'ai poursuivi au laboratoire du Louvre ma formation en sciences des matériaux et plus spécifiquement en archéométallurgie. À nouveau, cette fois les yeux rivés dans le microscope, je suis entrée dans la matière et j'ai cherché les indices de fabrication de l'objet métallique que je devais étudier. J'étais dans un laboratoire et non sur une fouille, et pourtant j'ai eu l'impression d'accomplir la même démarche, révéler le passé par cette observation, cette collecte, cette enquête qui conduisait à ce que je cherchais vraiment et qui était dans et au-delà de ces traces matérielles, les disparus, buveurs, banqueteurs, artisans, guerriers. J'avais alors accompli cet acte de mettre au monde, mais est-ce que par cette opération qui associe la collecte, la destruction et l'étude, j'étais au plus près d'un vrai, d'une vérité vraie? D'aucuns le pensent, usant au passage de cet argument pour affirmer que l'archéologie est une science autonome. Je ne le crois pas. Cette illusion qui n'enlève rien au merveilleux du geste repose sur l'idée que l'objet archéologique ne mentirait pas, qu'il ne serait pas corrompu, souillé même peut-être, comme le sont les textes, car il n'y a pas d'intention dans l'acte de dépôt ou d'abandon qui crée l'objet archéologique. Fadaise. Allons sur le terrain, et même jusqu'en Chine, dans la province du Shaanxi, où l'empereur Qin Shi Huang se fit enterrer dans une tombe dont il est difficile de dire qu'il n'y a pas intentionnalité. 350 mètres de diamètre, une double enceinte, 200 fosses où sont enfouis des milliers de figures de soldats et de chevaux de terre cuites. Et les archéologues sont loin d'avoir exploré cette sépulture connue depuis bientôt 50 ans. Quelle intention et quelle mise en scène! Revenons plus près et regardons les dépôts métalliques qui couvrent par milliers l'Europe de l'âge du bronze. Ils ne peuvent pas non plus être envisagés comme dépourvus d'intentionnalité. Bien au contraire, ils sont une construction, un assemblage volontaire, y compris lorsqu'il s'agit de fragments et non de mobilier entier. Ils ne cherchent aucunement à répondre au canon d'une vérité dont on se demande d'ailleurs si elle existe d'une quelconque façon. Ce qui nous manque, ce sont éventuellement les clés de compréhension de ces montages sans équivalent dans notre monde et qui nous renvoient à notre incapacité à comprendre ce que nous avons sous les yeux. Les partisans d'une pureté virginale de l'archéologie poursuivent une vaine et absurde guerre opposant archéologie et histoire, celle de l'écrit, dans des définitions étriquées et dépassées. La première serait vérité de l'objet, la seconde mensonge de l'écrit.
C'est une vision naïve. C'est également une erreur d'analyse sur ce que sont l'archéologie, l'histoire et le patrimoine. L'archéologie est histoire, même si elle appelle aussi dans ses investigations les sciences de la vie, de la terre, du laboratoire. Elle n'est pas mobilisée pour compenser des écrits qui manquent. Elle est sollicitée en elle-même et pour elle-même. Et heureusement, car sur l'échelle du temps et du monde, plus de 99% des sociétés du passé, et il se trouve que ce sont celles que j'étudie, n'ont pas choisi l'écrit comme mode d'expression. Ces sociétés-là, de préhistoire et d'ailleurs, ne sont pas dans une utopique antichambre de l'histoire. Tout autant, elles sont dans l'histoire avec un grand H. D'elles subsistent des traces et des images, une matière première que l'enquête transforme en connaissance, en récit, en vie. Avec un optimisme partagé par d'autres et aucunement dans un raisonnement par défaut, je crois en la puissance heuristique de l'archéologie. On ajoutera quelle étrange idée tout de même que celle de croire qu'il existe dans l'absolu une hiérarchie des sources et une documentation vraie et pure. Ou alors que le travail de l'historien, et l'archéologue est un historien, est de soumettre sans relâche et sans a priori ces sources à une éternelle critique, car toutes, sans exception, sont des constructions et des traces lacunaires. Il est temps de déposer les armes et de se rassembler plutôt que de se diviser. Il y a d'autres combats à mener que celui-ci. Au terme de plus de 2 siècles de tribulation, l'archéologie réunit aujourd'hui un patrimoine hétérogène que le législateur, restons en France, sépare en 2 ensembles distincts, d'une part les biens mobiliers et d'autre part les biens immobiliers. La catégorie des biens mobiliers recouvre des objets, des vestiges divers et accorde une place particulière aux restes humains nombreux dans les découvertes archéologiques, parfois désignés sous le terme de vestiges paléo-anthropobiologiques. Ces biens mobiliers ont changé avec le temps, car ils incluent aujourd'hui toute trace matérielle, quelle qu'elle soit. On pourrait dresser une liste à l'après-Vert de ces archives du sol. Je vais faire une très courte liste. Temple, charbon de bois, Vénus de Brassampouille, c'est pour le man. Fibule, pépins de pomme, épée, bouton de culotte de poilu, bateau de l'âge du bronze, je me fais un petit plaisir. Coquillage, sculpture du Christ sous Notre-Dame. La législation leur garantit à tous, parfois en recourant à plusieurs codes, une reconnaissance, une patrimonialisation et donc une inaliénabilité. Leur statut a évolué en 2016 en France, date à laquelle ils deviennent propriété de l'État, en us et place des statuts variés qui préexistaient alors. Tout vestige découvert sur le sol français appartient, à terme, à l'État. Je suis heureuse d'avoir, en 2015, alors contribué à les promouvoir comme biens de la nation. Les biens immobiliers, cette fois, sont des sites, des grottes, et là, la situation est plus compliquée pour plusieurs raisons. Premièrement, ne l'oublions jamais, la nature de la pratique archéologique suppose que l'on porte atteinte au lieu. On est donc ici face à une contradiction majeure et de fond entre études et conservation. Deuxièmement, en France, si la fouille dispose d'un cadre, il n'y a en revanche pas de caractérisation scientifique du site archéologique qui lui offrirait un cadre ad hoc de préservation par le législateur. Le seul outil de protection ne relève pas de l'archéologie, mais d'une législation des monuments historiques, qui est parfois inadaptée. Pourtant, c'est à ce seul titre qu'une fouille peut être empêchée ou un site préservé. On est pour l'heure impuissant à mobiliser une protection archéologique qui tiendrait compte du caractère particulier de ces traces. Ici, dans son histoire, l'archéologie française a manqué un rendez-vous, celui de 1913, qui fut une loi seulement pour les monuments historiques. Plus d'un siècle plus tard, elle en subit toujours les conséquences, alors que les sites sont soumis souvent, non seulement directement, aux aménagements humains, mais également aux dégradations liées au changement des climats et du milieu, voire parfois du tourisme de masse. La question existe en France, elle existe évidemment aussi à l'échelle internationale.
Une autre solution existe, justement à l'échelle internationale, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui ne peut répondre à l'ensemble des besoins de ces sites. Ces derniers sont d'ailleurs presque exclusivement de nature exceptionnelle. Stonehenge, encore, Abu Simbel. Le classement en 2011 de 111 sites d'habitat lacustre de l'arc alpin était atypique. Ils ne sont que des lieux ordinaires de vie du néolithique et de l'âge du bronze, mais extraordinaires par la conservation des vestiges et en particulier des organiques dans ces milieux humides. Pourtant, malgré ce classement et sans aucun outil spécifiquement archéologique, ces habitats se dégradent et le réchauffement climatique n'arrange rien. Une dernière option consiste à ne pas ouvrir le sol et laisser la gestation se poursuivre, à préserver en l'état, à créer des réserves archéologiques pour les générations futures. Un choix responsable qui n'est pas toujours possible. André Leroi-Gourhan l'avait déjà écrit en 1983 avec d'autres mots. S'il n'est pas raisonnable de faire craquer les planchers des musées en fouillant beaucoup, il l'est parfaitement de souhaiter en apprendre plus long en fouillant beaucoup moins. Faire craquer les planchers des musées. L'homme savait de quoi il parlait, lui qui a laissé longtemps son empreinte dans cette grande maison où nous sommes réunis ce soir, lui qui avait compris que le travail archéologique inclut aussi son exposition au public. Une exposition qui intervient au terme d'une longue chaîne opératoire, une notion chère à ce grand préhistorien qui débute précisément avec la mise au monde du patrimoine, quel qu'il soit. Il est temps de transformer concrètement en enseignement et en recherche ce puissant duo de mots. Je ne retiendrai que quelques pistes non exhaustives pour évoquer ces contenus. L'enseignement m'a attrapé au milieu des années 1990 avec l'agrégation d'histoire et il ne m'a plus quitté. Dans le cadre de cette chaire, il prend la forme de cours de licence que j'ai tenu à préserver et de séminaires, de master et de doctorat, de cours généraux et d'enseignements thématiques, de cours classiquement à l'université et de séminaires en partenariat avec des institutions archéologiques, patrimoniales et muséales. En archéologie, sauf devant sa page blanche d'écriture, on ne travaille pas seul, mais en équipe. J'ai donc souhaité pour cette chaire qu'un vrai partenariat soit constitué, tant pour les enseignements, les programmes de recherche, les sujets pour les étudiants. C'est le même partenariat qui travaille collectivement pour ce cycle que nous avons déjà évoqué et qui est intitulé « L'archéologie dans la cité », qui fait dialoguer l'archéologie et le citoyen grâce à des sujets différents. Une archéologie dans la cité qui avait été lancée ici même, en avant-première, par Yves Coppens et Amélie Vialet, que je salue, qui est là ce soir, avec Lucie dans la cité et la ville du Val d'Oise de Montigny-les-Cormeilles. Et je dois dire que c'est avec une vraie émotion que je renoue ce soir avec ce lieu, alors qu'Yves Coppens n'est plus là pour nous accompagner ce soir. Je tiens à remercier ces institutions partenaires grâce auxquelles cette dynamique d'enseignement, de recherche et de diffusion est possible et heureuse. Le Musée de l'Homme, bien sûr, Aurélie Clément-Ruisse, le Musée d'archéologie nationale, Rose-Marie Mousseau, l'Institut national du patrimoine, Charles Personnaz, le Musée du Quai Branly Jacques Chirac, Philippe Charlier, et bien sûr les collègues et les équipes de ces institutions. C'est un vrai travail collectif que je salue ici. Sont associés ponctuellement également d'autres partenaires. Je pense au Musée de l'immigration qui a accueilli il y a 1 an la conférence sur l'archéologie de l'esclavage donnée par Dominique Taffin, André Delpuech, Anaïs Kien. Le programme de l'année à venir sera diffusé sous peu avec une première conférence le 7 février au Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Pour le volet recherche, j'ai souhaité développer d'autres collaborations encore. Premièrement, sur le terrain, avec une équipe dans les Hauts-de-France, sur le site et territoire d'Écalles, dirigé par Emmanuel Leroy-Langelin. C'est la belle photographie qui illustre l'annonce de cette conférence, enfin en partie, l'annonce de cette conférence. Ce travail s'inscrit dans la continuité de mes problématiques sur les relations transmanche à l'âge du bronze qui m'avaient amené à diriger un projet européen sur le sujet entre 2011 et 2015.
Deuxièmement, au laboratoire, mon premier terrain. Depuis quelques mois, je retrouve avec un immense bonheur le chemin du laboratoire de recherche des musées de France, où, étudiante, j'ai fait mes classes avec Michel Pernaut il y a 30 ans. Au programme, en ces lieux, il y a actuellement des cuirasses de l'âge du bronze et des perspectives d'autres projets de recherche sur des haches, sur des casques, sur des tas de choses. Et puis, il y a également des projets d'encadrement d'étudiants dans une chaire. Les étudiants sont évidemment essentiels. Et je tiens à remercier ce soir son directeur, Jean-Michel Loyer-Asquette, son directeur actuel, et sa directrice avec laquelle nous avons commencé cette collaboration, Isabelle Palot-Froissart, qui aujourd'hui dirige la Fondation des sciences du patrimoine et qui est là ce soir. Et puis mon premier interlocuteur dans ces murs du C2RMF, Benoît Mille. Ensemble, nous devisons savamment d'alliage et de sulfure et d'autres choses en quête de ces vies et de ces fabricants. Dans cette recherche de longue date que je conduis sur le geste artisanal, j'ai également inscrit une archéologie expérimentale scientifique. La fabrication d'une cuirasse de l'âge du bronze, justement, n'ayons peur de rien, avec un artisan bronzier, complice de longue date, Jean Dubos. L'expérimentation vient de commencer par des observations au Musée d'archéologie nationale et va se prolonger dans les mois à venir. Cette expérimentation est filmée et le film sera mis en ligne et proposé pour l'exposition sur l'âge du bronze qui ouvrira en 2025 au Musée d'archéologie nationale. Tout est dans tout, c'est parfait. Et qui mettra la métallurgie à l'honneur. Des rencontres nationales et internationales sont également prévues, pour certaines très prochainement, puisque c'est dans un mois que se tiendra un colloque international et très interdisciplinaire, le premier du laboratoire Héritage, sur la notion de lacune, et qui est évidemment au cœur de l'archéologie et plus largement du patrimoine. J'exprime ma reconnaissance à Christine Laurière et Julie Amiot, qui portent cet UMR et ses projets avec autant de force et de détermination que d'humanité et de bienveillance. Sur la feuille de route de 2023 sont inscrites également des assises de l'archéologie portées par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Je remercie son secrétaire perpétuel, qui sera l'occasion de réunir tous les acteurs de l'archéologie, l'INRAP, et je salue son président, Dominique Garcia, de sa présence ce soir, et les opérateurs en archéologie préventive, le monde académique, les chercheurs en France, à l'étranger. Ce sera évidemment une belle et grande réunion. Un tel rendez-vous déborde sans doute un petit peu de cette chaire archéologie patrimoine et relève sans doute d'abord de mes fonctions au CNRA et au ministère de la Culture. Il déborde de cette chaire, mais il n'y est pas non plus étranger, mes fonctions et mes missions ayant toutes un seul objectif, servir l'archéologie. Concluons par quelques mots sur l'importance de l'archéologie, ses missions, ses enjeux, des enjeux qu'une chaire académique peut précisément porter. J'ai d'abord pensé finir cette leçon par des paroles d'enfant, dans la continuité de la maïeutique qu'il a construite. Un jour, en effet, une petite fille m'avait interpellée comme on en est capable à 7 ans. Et elle m'avait dit « Pourquoi tu étudies les morts ? Les morts, on s'en fout. Ils sont morts. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on les étudie ?» C'est vrai, ça. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on étudie les morts qui sont morts ? Avec ces mots sans phare, elle interrogeait le sens même de l'archéologie. Elle croyait voir la mort alors que c'est la vie que nous étudions. Nous avions échangé et elle avait compris. Elle. Et puis je me suis dit que ce soir, il fallait aller plus loin, oser des sujets qui fâchent et mettre les grandes personnes devant leurs responsabilités. Il y a 10 ans environ, au cours d'une discussion, un homme politique, qui avait plus de 7 printemps, m'a posé cette question : à quoi ça sert l'archéologie ? En une fraction de seconde, j'ai su qu'il fallait trouver la réponse. Celle que je lui ai donnée a semblé lui convenir. Confiant, il avait donc ajouté,
Moi aussi, quand j'étais petit, j'ai voulu être archéologue pour trouver des trésors. Là, en moins d'une fraction de seconde, j'ai su qu'il fallait taire la réponse qui se tortillait dans ma gorge. Comme je restais mutique et souriante, il s'est dit qu'il pouvait poursuivre et a ajouté sur le ton de la confidence que l'idée de creuser le week-end dans le sol de sa propriété pour y rechercher des antiquités lui traversait parfois l'esprit. L'idée de. Je me souviens, j'ai failli m'évanouir ou m'étouffer, je ne sais plus. Je me suis tue. Je n'ai pas osé lui rappeler les termes de la loi. J'ai eu tort. J'ai manqué à mon devoir d'intellectuelle et de citoyenne, à mes engagements de scientifique. Aujourd'hui, scandalisée, je lui dirais que l'idée de est à elle seule révoltante. Je lui préciserai que s'il passait à l'acte, il commettrait alors un délit et qu'il détruirait irrémédiablement le passé par orgueil et irresponsabilité. Je lui rappellerai que dans sa position, lui, moins que quiconque, ne peut ignorer la loi ou imaginer, ne serait-ce qu'une seule seconde, agir en pillard, y compris en son château. J'ajouterai avec force que sa mission est au contraire de protéger ce passé, de soutenir celles et ceux qui œuvrent en son nom, au sein d'une archéologie qui doit pouvoir mettre au monde le patrimoine sans entrave, sans a priori, sans idéologie, librement, avec des moyens à la hauteur de ses ambitions, au nom de la science et de la société qu'elle sert avec compétence, passion et dévouement. Je vous remercie.